Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments, la neige, le froid, pour venir vous installer dans ce vaisseau spatial, peut-être ce soir, pour ce premier forum du savoir de cette année 2019. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux, que cette année soit pleine de savoir, de curiosité et de temps comme ça de rencontres et d'échanges pour continuer à apprendre. Alors ce soir, vous voyez le thème de notre soirée, à la recherche d'une forme de vie extraterrestre, si près, si loin. Avant de débuter ce voyage, il est important de connaître le commandant de bord. Et c'est vous, Michel Viseau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Alors Michel Viseau, vous êtes docteur en médecine vétérinaire, responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales, le CNES. J'aimerais, pour commencer, en savoir un peu plus sur vous, parce que je crois savoir que l'intitulé de votre poste aujourd'hui fait rêver, et quand vous étiez petit, vous étiez plutôt au fond de la classe, peut-être près du chauffage. Jamais très loin de la fenêtre aussi ou de la porte, ça dépendait des dispositions, effectivement. Je faisais partie des élèves paresseux, considérés comme médiocres, dans une fratrie extrêmement brillante par ailleurs. Et donc j'étais le vilain petit canard. Enfin bon, la fratrie a bien réussi aussi, il ne faut pas se plaindre. Alors justement, c'est aussi une des richesses de vous avoir aujourd'hui, c'est que vous avez un parcours atypique, donc une formation vétérinaire, mais vous avez été aussi homme de radio, et puis pour être aujourd'hui responsable de l'exobiologie. Donc c'est un parcours atypique. Je crois que c'est surtout un parcours de curieux qui a quand même un gros facteur chance. Il faut dire des choses comme elles sont. J'ai jamais cherché de travail, le travail m'a toujours trouvé tout seul. Ce qui est, dans les époques, quand je raconte ça à des jeunes, maintenant, ça semble toujours un peu surprenant, mais c'est la réalité. Euh, C'était l'époque, de toute façon, on vit avec son temps. Et deuxièmement, bien sûr, il y a cette curiosité, cette ouverture permanente, aussi bien à de nouveaux thèmes, de nouvelles choses, de nouvelles personnes, surtout, parce que ce qui construit sont d'abord les personnes. Et puis, se maintenir en permanence avec des forums, avec la lecture des journaux scientifiques et des journaux politiques qui font partie de fait qu'on est immédiatement adapté ou prêt à sentir l'endroit où on peut aller. Et j'ai eu de la chance, il y a toujours de la chance dans ces affaires-là. Alors, avant que vous ne preniez les commandes de notre vaisseau pour aller se réchauffer peut-être un peu plus près du Soleil, mais en tout cas plus près d'autres étoiles que l'on va découvrir ensemble, on vous propose, pour cette nouvelle formule des forums du savoir, de tester quelques idées reçues sur le thème de notre soirée. Donc, vous avez vu, devant vous, vous avez des feuillets de couleurs. Le bleu, ce soir, veut dire oui, et le orange veut dire non. Alors, on va tester avec vous quelques idées reçues, et puis en quelques mots rapidement, Michel nous livrera son regard avant que nous embarquions avec lui pour un grand voyage autour de cette recherche d'une forme de vie extraterrestre. Allez, première question, autant mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il n'y a pas de vie extraterrestre. Alors, le bleu, c'est le oui, et le orange, c'est le non. Ah. Certains sont joueurs et lèvent les deux couleurs. C'est assez partagé. Peut-être un peu plus de orange, de non donc. Il y a plus de noms. Eh bien, Oui, c'est piégeux. c'est fait exprès. Ce sont des idées reçues, justement. C'est pas un examen. C'est justement le but, c'est de voir qu'effectivement, c'est une question à laquelle il y a d'une part un pari pascalien. On sort de la science parce qu'actuellement, on n'a pas d'éléments scientifiques qui nous permettent de dire il y a ou il n'y a pas. Beaucoup d'éléments scientifiques de ce que l'on connaît sur la vie terrestre nous laissent dire que c'est possible, enfin que ce n'est pas impossible. La science, elle ne se fonde que sur la preuve. Le reste, ce sont des hypothèses de travail, mais tant qu'il n'y a pas la preuve, il n'y a pas de fait. Et s'il n'y a pas de fait, eh bien, ça n'existe pas. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de forme de vie extraterrestre. Rien ne nous montre que c'est impossible, et donc on continue à chercher. Et malheureusement, on n'a pas de réponse à cette question. Mais c'est la raison même de la recherche que l'on fait en exobiologie. On l'a fait aussi pour essayer de comprendre comment la vie a pu émerger sur Terre.
parce qu'en allant ailleurs, on va voir des choses qu'on ne peut plus voir sur Terre aujourd'hui. Très bien, merci pour ces premiers éléments. Autre idée reçue, s'il y a des formes de vie extraterrestres, on résume souvent avec la science-fiction aidant aux extraterrestres en tant que tels. Et les extraterrestres, forcément, c'est une forme de vie qui nous ressemble. Alors, est-ce que ces formes de vie extraterrestres nous ressemblent ou pas? Alors, il y a un vote blanc et beaucoup de non. Non, bah vous avez raison. Vous avez raison parce que même si ça a été une idée qui a été très répandue en disant, bon, s'il y a une forme de vie qui se développe, c'est inéluctable, la première bactérie va donner des plantes, des champignons, puis les champignons vont donner des plantes, et les plantes vont donner des animaux, et puis nous, on est quand même le summum des animaux, donc il y a un vecteur dans l'évolution qui nous mène obligatoirement de la plus belle des bactéries à la plus charmante des girafes, en passant par vous, mesdames et messieurs. Eh bien, non. Non, parce que la connaissance que l'on a de la génétique nous montre que tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Terre autour de nous est le résultat de milliards de hasards que sont les mutations, accompagnés des milliards de hasards que sont les facteurs de sélection. Ce n'est pas une bactérie qui s'adapte à son environnement. Ce n'est pas une bactérie qui dit « Ah tiens, il fait trop chaud, oh, je vais enlever une couche de membrane. Hein. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La sélection, c'est des facteurs d'environnement qui, à un moment donné, sélectionnent des formes de vie qui sont favorisées pour avoir accès à la reproduction ou accès à l'alimentation. Et petit à petit, elles prennent le dessus. C'est ça l'évolution. Eh bien, on voit bien qu'il n'est pas possible, où que ce soit dans l'univers, que les milliards de hasards qu'on a eus pendant 4 milliards d'années et les milliards de facteurs de sélection se combinent pour donner quelque chose, même de semblable à ce qu'on a sur Terre. Ça ne peut être que fondamentalement différent. Alors, est-ce qu'on communiquera avec eux? J'ai déjà du mal à communiquer avec ma femme, alors... Avec les extraterrestres, ça va être plus dur. Alors justement, une autre idée reçue que l'on entend souvent, c'est que les extraterrestres, quelle que soit leur nature ou leur forme, nous ont déjà visités, nous les terriens. Alors, est-ce que les formes de vie extraterrestres sont déjà... Toutes ces idées reçues, justement, jouent sur les ambiguïtés, d'où l'importance de la présence de Michel Viseau. Plutôt non, là aussi, mais quelques oui quand même. Alors, il y a deux attitudes possibles. Bien sûr, la science, pour l'instant, n'a pas de preuve d'une visite par une entité extraterrestre quelconque, attestée, prouvée, documentée. Il y a eu beaucoup d'histoires d'ovnis, etc., même s'ils sont beaucoup répertoriés, on en a un certain nombre qui restent sans explication. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'explication, ce n'est pas parce qu'on voit un phénomène qui n'a pas d'explication physique, météorologique, géologique, immédiate, que c'est un extraterrestre. Simplement, ça n'a pas d'explication. On n'a pas la connaissance pour donner une explication, soit parce que on ne comprend pas, soit parce que les témoignages sont insuffisants, soit parce que les éléments sont partiels, etc. Et donc, on a toutes les raisons de penser que ces visites-là n'ont pas eu lieu. Par contre, alors je suis allé à La Réunion justement pour l'anniversaire de l'affaire de la plaine des Cafres. Donc c'est des gens qui ont vu quelqu'un, un fermier réunionnais qui a vu le 31 juillet 1968 des babas Michelin, des bonhommes Michelin dans une capsule. Le problème, c'est que dans 80% des cas, il y a des gens qui sont un peu malhonnêtes, qui jouent un peu là-dessus. Mais dans 20% des cas, ce sont des gens qui sont strictement honnêtes. Ils ont vu quelque chose. Que ça soit un rêve éveillé, que ça soit qu'ils aient vu quelque chose ou pas, ils sont honnêtes. Et ce gars-là, Luce Fontaine, il a été profondément honnête. Il a été à la risée du village, il a été suspecté par la police, etc. Il a fait son rôle de citoyen en allant déclarer qu'il avait vu quelque chose de bizarre. Pour un noir de Réunion, aller voir les gendarmes en 68, c'est pas quand même très commun. Et donc, c'est un gars qui a fait un travail... Donc les gens ont raison, s'ils voient des choses, d'apporter leur témoignage. C'est honnête, mais pour l'instant, on n'a pas de preuve de ces visites-là. Et donc, il faut toujours prendre en considération ces témoignages et les regarder toujours avec un œil nouveau. Et puis, c'est vrai que cette question peut paraître farfelue, mais encore tout récemment, en fin d'année dernière, on a entendu parler dans les médias de l'astéroïde Oumuamua. Vous en avez peut-être entendu parler, où il y a eu un début de polémique ou de controverse, mais en tout cas, c'est la preuve que ce sujet revient régulièrement. Ah, mais ça, en plus de ça, c'est un astéroïde qu'on ne verra qu'une seule fois.
Il est arrivé, il allait à 60 km par seconde, il est ressorti du système solaire, il allait à 80 km par seconde, il a été accéléré en passant à côté du Soleil. C'est une vitesse astronomique, au vrai sens du terme. Il est sur une trajectoire hyperbolique, on ne le reverra jamais. Et on ne l'a jamais vu d'ailleurs. On l'a détecté, on a détecté un signal lumineux, et on a vu qu'il s'est allongé parce que le signal variait, quand il était éclairé par le Soleil, variait de 1 à 10. Donc ça veut dire qu'il était 10 fois plus long que large, tout simplement. Et donc c'est comme ça que les gens ont déterminé qu'il était un objet allongé, mais personne ne l'a vu, et tous les dessins que vous voyez sont très jolis, mais ne sont que des évocations. Alors après, oui, c'était peut-être un vaisseau extraterrestre. Oui, qui sait. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas prouver que ça n'en était pas un. La science, la démarche scientifique, la science c'est un grand mot dont tout le monde se drape, comme ça. Non, la science c'est d'abord une démarche. La démarche scientifique ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Elle ne peut que prouver un phénomène, un objet, l'existence de quelque chose, des liens entre les différents éléments que l'on peut voir. Elle ne peut pas prouver l'absence. Je ne peux pas prouver qu'il n'y a pas de vie à base de silicium sur Terre. Je peux dire que je n'en ai pas trouvé, mais je ne peux pas prouver qu'il n'y en a pas. Après, on rentre dans l'intime conviction. Mais la démarche scientifique, elle ne peut pas prouver l'absence. Allez, dernière idée reçue avant de rentrer dans la conférence. Si la vie terrestre devenait extraterrestre, et par exemple, si l'humanité allait coloniser une planète comme Mars, donc l'humain, poussé par Elon Musk et ses amis, va aller coloniser la planète Mars. Oui ou non? Ah, pour la première fois, le bleu, donc le oui, est majoritaire dans la salle. Alors, sur ces aspects martiens, on a forcément une position politique. Ce n'est pas une position scientifique, bien entendu. Mars est une planète qui est plus petite que la Terre, sur laquelle, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'atmosphère, il y a de l'eau sous forme de glace, il ne peut pas y avoir d'eau liquide, il n'y a que des ultraviolets, il y a une atmosphère extrêmement ténue, un centième, et ce n'est que du gaz carbonique, avec un petit peu d'azote et un petit peu d'argon. Donc il n'y a rien. Aller visiter Mars comme on va au Kerguelen ou faire une base quelque part, c'est possible. Et il est probable qu'on arrivera à le faire dans les 20 à 30 ans qui viennent. Faire une base, on y va, on reste en scaphandre et on s'en va. Déménager qui pour aller vivre mieux dans un endroit où il n'y a rien, ça pose un léger problème quand même. Surtout que sur Terre, on a tout. On a une biosphère, on a de l'eau, on a de l'oxygène en abondance, on a des ressources, on est plus près du Soleil, on a donc des ressources solaires, on a du vent. Et tout ce qui concerne la terraformation de Mars et la transformation de Mars en un claquement de doigts en une planète habitable dans laquelle on pourra se promener et cultiver son jardin en bronzant sous un soleil moins intense que celui qu'on a à l'équateur, c'est du vent. Et je vais plus loin. Pour moi, c'est criminel de dire ça. Et je le dis, et je suis un des seuls à le dire, parce qu'il y a des gens qui disent on va me faire des procès. Il est criminel de dire qu'on va aller sur Mars, qu'on peut faire n'importe quoi sur Terre pour aller sur Mars. Il y a une planète dont on doit s'occuper, c'est la Terre. Il y a un seul vaisseau spatial pour l'ensemble de la biosphère terrestre, c'est la Terre. Donc on peut regarder, on peut chercher, on peut explorer, mais si on doit s'occuper de quelque chose, c'est de la Terre. Voilà. Ben, merci beaucoup, Michel Viseau. Avec ces quelques questions, c'était une mise en bouche. Alors maintenant, je vous laisse la parole. On se retrouve à 21h. Notez bien toutes vos questions pour qu'on ait une demi-heure d'échange. Et puis, je crois que vous allez aussi nous dire quelques mots du CNES aussi pour commencer, qu'on le connaisse un peu mieux. Voilà. Donc, voilà, quand j'étais petit, j'étais vétérinaire. Donc, voilà, c'est un dessin de Le Sueur quand j'ai été sélectionné comme astronaute. Donc voilà, donc on va parler de ça. Mais d'abord, je vais vous présenter le CNES. Donc le CNES, c'est mon organisme de tutelle, c'est un organisme public qui est l'Agence spatiale française. L'Agence spatiale française avec 4 centres, dont certains sont très connus, comme Kourou, bien sûr, ou Toulouse, d'autres qui sont un peu moins. Bon, Paris, c'est Paris, quoi, tout le monde. On a un siège à Paris, et c'est à peu près 2400 personnes qui travaillent dans ces différents centres, dont à peu près 1700 à Toulouse.
On a essentiellement 5 grands domaines d'activité. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. La conférence du CNES, elle fait 2 heures avec 270 transparents, donc ce n'est pas la peine. Hein. Donc simplement, 5 grands domaines. Donc, d'une part, la base, c'est pour ça qu'il a été créé, faire un lanceur civil qui s'appelle Ariane. Puisque l'Europe, quand elle a commencé à le faire au niveau européen, avec le lanceur Europa, elle n'a pas réussi à le faire. Et là, c'était une volonté de la France avec De Gaulle, mais c'était unanime dans le monde politique, c'était de faire un accès autonome de l'Europe à l'espace. Et actuellement, c'est la base du fonctionnement des lanceurs. C'est une volonté d'abord politique. Bien sûr, on essaye de faire en sorte que ça soit, si ce n'est rentable, du moins pas trop cher. Et donc, on a une gamme de lanceurs qui est toujours en train d'évoluer. Donc, on a accueilli Soyouz à Kourou, donc des lanceurs russes qui sont lancés à Kourou. Une petite fusée Vega qui va lancer Kéops, non pas Kéops d'ailleurs, un autre satellite. Et puis ici, donc Ariane 5, et on travaille sur Ariane 6 et puis les successeurs. On sait qu'on est très concurrencé par SpaceX, bien entendu, qui a d'autres visions, qui a choisi d'autres voies. Mais actuellement, de toute façon, on est obligé de faire Ariane 6, même si ce n'est pas la bonne solution. Il n'y en a pas d'autres. Et puis, on travaille sur la suite avec Prometheus et Callisto. Ensuite, on fait de la science. La science, c'est là ce que je travaille, moi. Avec donc quelques symboles, bien entendu. CEIS qui vient d'atterrir, vous avez tous entendu parler d'InSight et de CEIS qui vient d'atterrir sur Mars. Hein. Ça, c'est un selfie qui a été fait par la station elle-même sur Mars. Et puis, on fait des vols habités avec notre ami Thomas, bien sûr. Pardon. Des vols paraboliques pour faire de la science. Et maintenant, c'est ouvert au tourisme. Le billet coûte à peu près 6 000 €, si je me rappelle bien, pour faire 20 paraboles. Et puis, j'ai mis ici un exemple ExoMars, dont on va parler, le véhicule d'ExoMars qui est en test ici, et puis un satellite qui sera lancé pour travailler sur les exoplanètes, qui s'appelle Kéops, et qui sera lancé entre le 15 octobre et le 15 novembre. Bon, grosso modo, il a la taille d'une machine à laver, quoi. Bon, voilà. Troisième grand système, c'est l'observation de la Terre. L'observation de la Terre avec des vieux satellites de la série Jason qui fait de l'altimétrie, qui mesure la hauteur des océans. Excuse-moi. Et on voit que la mer monte, hein. C'est pas un secret. Et c'est extrêmement Topex Poséidon, Jason. Et ça continue. Ça, c'est une coopération avec les Américains. Les météosats, qui nous donnent la météo, des images que vous voyez tous les jours à la télévision, c'est 3 satellites comme ça qui vous les envoient. Ils sont un peu travaillés après, hein, mais voilà. C'est ça que vous avez à la télé. Ici, on a un satellite qui fait du radar. Et puis ici, on a Pléiade, donc, qui fait à la fois du militaire et du civil, dans sa capsule Ariane 5 avant le lancement, à Kourou. Donc, observation de la Terre pour savoir ce qui se passe. On a aussi des activités en télécommunication avec des satellites Galileo, c'est le GPS européen pour simplifier. Et puis j'ai mis aussi 2 choses qui sont importantes. Argos, donc pour repérer les gens et suivre les animaux. Et puis surtout Cospas Sarsat, qui a été à l'initiative de la France avec le Canada et l'Union soviétique il y a 50 ans, pour sauver les gens. Et maintenant, il y a 100 pays qui sont dedans, etc. etc. C'est quelque chose qui marche parfaitement, mais c'était une initiative de service public de la France à l'époque. C'est important de le souligner, parce que de temps en temps, les gens l'oublient. Qu'on a aussi un rôle et qu'être au Conseil de sécurité, ça nous donne aussi des responsabilités, on les prend en France, d'une façon générale. Donc voilà, donc ça c'est des choses en télécommunication. Et puis, en observation de la Terre, on a été à l'initiative, avec l'ESA et le Canada, encore une fois, à l'initiative de ce qu'on appelle la charte. La charte, c'est un accord avec des pays qui disent que quand il y a une catastrophe qui se produit quelque part, les pays mettent gratuitement à disposition l'imagerie et les informations satellitaires disponibles à la disposition des protections civiles des pays concernés. Et donc c'est très important quand on a des tremblements de terre, des choses comme ça. Alors bon, ça c'est des images comme ça. L'intérêt c'est de savoir si le pont est debout ou pas. Parce que si le pont est debout, je peux envoyer un char à bœuf. Et s'il n'est pas debout, je vais envoyer un hélicoptère. Ça permet de mieux adapter en réaction immédiate, bien entendu, les réactions. La deuxième chose, bien sûr, c'est pour la reconstruction, en voyant ce qui a été fragilisé, ce qui est monté, ce qui est descendu. Et donc la charte, donc, elle a été activée 500 fois en 10 ans. Et là aussi, c'est une initiative de la France et de l'Agence spatiale européenne. Et enfin, un rôle sur la défense.
Il y a un livre blanc qui vient d'être édité sur la défense. Ça, c'est Pléiade qui a un rôle dual. Mais actuellement, donc, la France est, avec la Chine, les États-Unis et la Russie, dans les 4 grands joueurs militaires de l'espace, non pas pour faire des armes offensives, mais simplement pour faire de l'observation, de la communication cryptée, de l'observation radar, du renseignement électronique, puis tout ce qu'on peut faire avec des militaires pour faire de l'espionnage sans passer les frontières. Donc voilà, donc ça c'est un point extrêmement important et qui va se développer dans les années qui viennent, dans les circonstances que l'on connaît. Donc voilà le CNEST, en quelques mots, hein, si vous avez d'autres questions, on pourra en parler après, mais voilà dans quoi je travaille, et moi je m'occupe d'un tout petit truc qui s'appelle la recherche d'une forme de vie extraterrestre. Si près, si loin. Donc l'exobiologie, on en a parlé, donc c'est la science qui recherche des formes de vie extraterrestres et qui étudie l'apport de la chimie interplanétaire et interstellaire aux origines de la vie terrestre. On essaye de comprendre aussi en quoi ce qui s'est passé à l'extérieur a pu influer sur l'émergence de la forme de vie que l'on connaît sur Terre. Alors pourquoi la forme de vie? C'est une bonne question. Que savons-nous? Alors je vais vous montrer une petite animation. Alors, en haut, ce que vous allez voir, ce sont les millions d'années qui défilent là-haut. Là, ce sont les millions d'années. On a pris un temps zéro il y a 4,8 milliards d'années à peu près. Et puis ça, c'est les orbites de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et ça, c'est 10 000 corps glacés qui, à l'époque, orbitaient à ce moment-là. Donc ça, c'est une simulation qui est faite par Morbidelli à Nice. Et il y a une liaison gravitationnelle entre le Soleil, etc. Et vous voyez que, bon, alors ça tourne vite parce qu'un million d'années, ça fait effectivement, il défile vite. Hein, et à 875 ou 880 millions d'années, vous allez voir qu'une résonance entre Jupiter et Saturne fait que toute cette organisation éclate complètement. Et c'est probablement ce qui nous a apporté, non pas des comètes, mais beaucoup d'eau sur Terre, entre autres. Voilà, vous avez vu? Et il y a eu une inversion d'Uranus et de Saturne. Donc c'est quand même des phénomènes gravitationnels assez importants. Donc ça, c'est une modélisation qui maintenant est admise, c'est le modèle de Nice, comme on dit, qui est admise comme étant représentative du début du système solaire. Donc ça, c'est de la science de simulation, bien sûr. Mais il y a des éléments qui prouvent que c'est vrai. Ils retrouvent la position d'un certain nombre de corps à tel endroit, que ça correspond bien effectivement à ce modèle-là, etc. Et donc ce que l'on sait maintenant, c'est que sur Terre, il y a de l'eau. Il y a même des trous, tiens. Qu'est-ce que c'est d'après vous, ce trou? C'était la photo qui a été mal prise. Hein? C'est la météo? Alors, qui c'est qui a la bonne idée? Que diable? Une éclipse de lune, voilà. C'est l'éclipse de lune de 1989. Cette photo a été prise par Jean-Pierre Ignoré à bord de la station Mir. Et c'est assez exemplaire de l'éclipse de lune. Et je vous signale que vous êtes là. Hein. D'accord? La Normandie, moi j'étais venu au Havre pour la voir. Hein. Donc on était là. Et donc c'est là. Et donc on voit que on a un berceau de la vie. Et ce que je disais tout à l'heure, voyez ce qui est bleu là. Hein, ça fait à peu près 100 km. Mettons 10 km sous terre, c'est ça ce qui tient la biosphère. Hein. C'est pas beaucoup. C'est pas épais. Hein. C'est vraiment une pelure d'orange. Donc voilà, donc, le berceau à queue de la vie. Donc on sait que la vie sur Terre a besoin d'eau, se développe dans une chimie qui est à base d'eau et utilise principalement Schnops, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Alors Schnops, c'est facile à dire comme ça. Bien sûr, il y a d'autres éléments, le potassium, le calcium, le sodium, etc., tout ce qui fait l'influx nerveux, le magnésium, il y a beaucoup d'autres éléments, mais les éléments majeurs qui structurent la vie telle qu'on la connaît sur Terre, ce sont ces 6 éléments, Schnops. Et on pense qu'actuellement, lorsqu'on va chercher une forme de vie extraterrestre, pour des raisons de chimie, on va chercher une forme de vie basée sur ces éléments-là. On ne va pas chercher avec le silicium. On ne va pas chercher avec le germanium, il n'y en a pas beaucoup, l'étain ou le plomb. Ils ont les mêmes réactions que le carbone. Hein. Normalement, ils ont tous 4 électrons libres, ils peuvent donc faire 4 liaisons, donc ils peuvent donner une structure tridimensionnelle. Simplement, leur électronégativité est telle que
Le silicium, une fois que c'est vite enfermé dans quelque chose sur le plan chimique, et ça a beaucoup du mal, enfin, les seuils de réaction sont très élevés. Même si on a des silanes, hein, comme on a des alcanes, etc. Donc, on cherche une forme de vie avec ces 6 éléments. Je crois que ça, c'est important. Il est important d'avoir ça en tête pour ne pas... Alors, on peut fantasmer hein, sur la vie au silicium, à l'étain ou au plomb, mais bon, voilà. Et en plus de ça, ce sont quand même les éléments les plus représentés dans l'univers, tels qu'on est capable de le voir à travers la nucléosynthèse, telle qu'on la connaît à travers les étoiles. Et tout ça, sur Terre, ça nous a donné le vivant. Ça, c'est des gens connus, hein, Le Guyader, Lecointre et Lopez Garcia. C'est des généticiens qui ont fait l'arbre de vivant, en sachant que, grosso modo, les animaux, c'est ça, et l'homme, dans tout ça, c'est un petit truc qui est là. Voilà. C'est pas bien gros, ça ne représente rien, et il faut savoir que la biomasse, on en voit beaucoup autour de nous, c'est moins de 5% de ce qui existe. 95% de la biomasse terrestre est microscopique et ne se voit pas. Donc, bon, on est très important vis-à-vis de nous-mêmes, d'accord, mais la biomasse, c'est ce qui compte, c'est ce qui fait vivre l'atmosphère et ce qui fait assure les renouvellements. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça, c'est naturel. Et pourquoi, pour revenir sur ce qu'on disait avant sur les formes de vie, c'est que, bien entendu, ce qui s'est passé là, comme nous sommes des hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on mange les autres, pour simplifier, eh ben, il faut qu'il y ait une coévolution de cet ensemble-là. On n'est pas indépendant des autres. Quand on fait des branches, on oublie souvent de faire les liens entre les branches, les liens de dépendance et de coévolution qui existent. On ne connaît pas toutes, mais elles existent. Alors voilà, disons, grosso modo, ce que l'on sait. Que cherchons-nous? Alors on cherche un métabolisme. Métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui font qu'on fait plus de soi-même par soi-même. Quand je fais du poulet à la normande, je ne deviens pas un poulet à la normande. D'accord? Donc je fais plus de moi-même par moi-même. Et pour résumer, quand je suis petit, je grandis. Quand je suis vieux, je grossis. Ça, c'est inéluctable. Alors c'est vrai pour les bactéries, hein, c'est de la même façon, bien entendu. La deuxième chose importante, c'est l'apparition de l'individu. Pour qu'on puisse parler d'une vie, d'une évolution, d'une population, il faut d'abord qu'il y ait des individus. Et l'individuation est un phénomène compliqué à comprendre. Comment est-ce que ces réactions chimiques qu'on peut voir se faire dans une flaque d'eau, dans un endroit, à un moment donné, ça a pu se retrouver dans un petit sac, un globule gras, hein, un liposome, pour simplifier, pour vraiment simplifier, et ensuite donner un individu capable de transporter à la fois de l'information génétique, la petite usine qui va bien derrière, les petites pattes pour courir, hein, et en faire en fait un être vivant à part entière, et qui est notre frère et notre sœur. Mêmes acides aminés, même base azotée, même mécanisme. Grosso modo, on est à 80% des molécules qui sont les mêmes chez nous que chez les bactéries. Hein. On est vraiment tous frères et sœurs. Hein. Donc voilà. Et puis, bien entendu, dès l'instant où il y a un individu, il y a la multiplication des individus. Ah, je suis vétérinaire, hein, je ne pouvais pas vous mettre les chats quand même. Hein. Mais bon, c'est justement la reproduction, la multiplication, avec des différenciations qui donnent lieu à une sélection par le milieu, qui font l'évolution, la différenciation, l'apparition des espèces, même si la notion d'espèce actuellement est discutée sur le plan de la génétique. Enfin bon, on voit bien quand même qu'un chien, c'est pas une vache. Hein. Bon, donc, mais ce sont tous les deux des mammifères. Et donc ces populations, ça donne lieu à l'évolution darwinienne. L'évolution, il n'y a pas de théorie darwinienne, il y a une évolution darwinienne qui n'est pas une théorie, qui est un fait, une observation, hein, qui fait que, effectivement, le milieu sélectionne les populations qui sont les mieux adaptées. En fait, quand on réfléchit, même chez les bactéries, il n'y a pas deux individus moléculairement identiques. Il n'y a pas deux individus identiques. Tous les individus qui existent sont différents. Ils ne peuvent pas simultanément être, même les vrais jumeaux, ils sont forcément différents. Même nos cellules, dans notre cerveau, tout est toujours différent. On a toujours un atome de H en moins, un OH en plus, un hydroxyde qui se promène, etc. Il y a forcément une différence. Et c'est ça qui est la base de l'évolution. Donc, je représente cette chose-là. Donc, on va chercher, de toute façon, si on cherche de la vie, on va chercher
non pas un élément, non pas un individu, mais une biosphère, grande ou petite, mais on n'a aucune chance de trouver une seule espèce colonisant un seul endroit. Ça ne peut pas être alien, je veux dire, c'est pas... Alors, où cherchons-nous? Hop, ça. Où cherchons-nous? Ben, on va chercher si près, tout près, pas tout près, en termes spatial quand même. Tout près, c'est notre système solaire, pour simplifier. Et je dirais même c'est le système solaire interne, c'est-à-dire les 4 planètes telluriques, les 4 planètes avec un sol solide, rocheuse, qui sont faites essentiellement de silicates, hein, et donc qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Alors, bon, on peut parler de Vénus, on peut parler de beaucoup d'endroits. Dans les faits, on va chercher actuellement sur Mars. Mars, donc, planète assez intéressante avec ses grands volcans qu'on vient de voir, une zone qui est complètement constellée de cratères, et puis une zone dans les plaines du Nord, avec ici une petite calotte polaire. Une calotte polaire donc, qui est assez importante. Donc voilà, toujours des cratères, et puis après, ben, petit à petit, poum, 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 on se retrouve avec plus de cratères. C'est bizarre. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'il y a une partie de Mars qui est pleine de cratères et une autre qui n'est pas pleine de cratères? Les volcans, je ne parle pas des cratères de volcans là, les volcans ils sont connus. Alors, c'est effectivement, c'est pas des volcans, c'est vraiment, c'est comme les trappes du Décan, c'est vraiment un, j'allais dire, un dégueulis permanent de lave pendant des millions d'années, qui fait que les surfaces anciennes ont été, anciennes ont été recouvertes par de la lave neuve. Et ce qui a fait Valles Marineris, cette immense craquelure au milieu, parce qu'à un moment donné, ça s'est effondré, puisque la lave est partie ailleurs. Et donc voilà, donc effectivement, c'est ces surfaces jeunes. Donc quand vous voulez briller en société, c'est valable pour tous les corps du système solaire. Si vous voyez un corps avec une surface où il n'y a pas beaucoup de cratères, c'est une surface jeune. Et si vous voyez un corps avec plein de cratères partout, c'est une surface vieille, ancienne. La Lune, c'est une surface ancienne. Il faut suivre. Hein. La Terre, c'est une surface jeune. Ah oui, il y en a de la tectonique, on est remis à zéro tout le temps. Donc voilà, donc c'est très important parce que ça donne une idée de la dynamique qui se passe et qui se produit dans le système solaire et au sein des corps célestes qui nous intéressent. Alors bien sûr, Mars, on l'explore, et notamment on l'explore avec des véhicules. Ici, c'est le véhicule Curiosity, qui a fait un selfie lui aussi. Alors, on ne voit pas la caméra parce qu'elle n'arrive pas à se prendre elle-même en photo. Hein. Donc, il y a un trou là. Et donc, ça, c'est un selfie. Et ici, c'est le Mont Sharp. Ici, c'est un instrument qui s'appelle ChemCam, qui est fabriqué en France. Enfin, cette partie d'instrument, il est relié à un autre instrument, ChemCam Body Unit, qui est à l'intérieur, qui est fabriqué aux États-Unis. Et donc, voilà un petit engin qui fait 900 kg, qui a été largué en 2012, le 6 août 2012, et qui continue à fonctionner et à remplir ses missions. Donc ça, c'est un instrument américain, mais l'Europe veut avoir un programme martien avec le programme ExoMars. Alors là, c'est mon travail quotidien. Avant-hier, j'étais à l'Agence spatiale européenne où on discutait les instruments, où est-ce qu'il fallait mettre un peu plus d'argent, un peu moins, etc. Pour ExoMars, donc avec deux choses. Une partie qui était en 2016, avec un vaisseau spatial qu'on appelle le Trace Gas Orbiter, un satellite. L'atterrisseur Schiaparelli, qui a presque atterri, mais pas atterri complètement, enfin, il s'est craché au sol. Il a raté l'arrondi, je dirais, pour simplifier. On a appris beaucoup de choses quand même. Et puis, en 2020, on va lancer donc encore 3 autres instruments, donc le vaisseau de transfert fabriqué par OHB en Allemagne, la plateforme fabriquée par les Russes et un véhicule de surface. Alors très rapidement, donc c'est une mission qui va chercher, elle, spécifiquement de la vie. ExoMars va chercher à trouver des traces chimiques d'une forme de vie. Pour l'instant, on a le TGO, Trace Gas Orbiter, qui est ici, un gros instrument, avec il y a 4 instruments au total, mais un principalement russe, avec beaucoup de français, un belge qui parle français, mais sans français, nomade, et donc qui regarde, ils vont chercher essentiellement le méthane, hein, pour simplifier. Leur objectif, c'était de trouver le CH4. Alors, je ne sais pas où ils l'ont marqué là-dedans, il devrait y être pourtant.
Le but, c'est vraiment de chercher là, le CH4. Hein, donc, dans ces longueurs d'onde-là, ils veulent chercher le nomade. Et donc voilà l'exemple d'un spectre. Hein, c'est ce sur quoi travaillent les scientifiques. Bon, c'en est un parmi les 250 000 qu'ils ont déjà, hein, et sur lesquels ils travaillent pour essayer de déterminer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ben ça c'est le dessin au départ, et puis ça c'est la réalisation avec, vous voyez, les petites excroissances ici qui sont les miroirs d'observation sur le satellite. Voilà, donc ExoMars 2016, ça tourne, ça marche, ça fonctionne. Ils donnent des résultats, ils vont être publiés récemment. Ils ont été publiés récemment, pardon, et donc il n'y a pas de méthane sur Mars. Enfin, disons que la limite de méthane est telle, la sensibilité des instruments est telle que la limite doit être inférieure à 10 parties par trillion. C'est-à-dire 10 millièmes de milliardième. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Bon, jusqu'à on a trouvé le contraire, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé. Donc ça, c'est ce qui va être lancé, ça c'est un beau dessin de ce qui va être lancé en 2020. Ça, c'est chez les Russes, la plateforme d'atterrissage vue par-dessus qui est en train d'être préparée et testée. Et puis ici, tiens, je voulais vous montrer, parce qu'on innove quand même, on a inventé le wheel walking, vous allez voir, pour que notre petit véhicule, eh ben, si jamais il va sur Mars, il ne s'embombe pas. Donc vous voyez, c'est le même. Hein. Donc là, vous voyez, il tourne et il n'avance pas. Là, on a mis en place un système où il peut faire bouger l'axe lui-même de support de la roue et il arrive à se sortir de cette situation désagréable. Donc voilà, donc ça c'est le genre de choses auxquelles les ingénieurs s'amusent de temps en temps. Mais c'est astucieux, hein, ça a l'air de rien comme ça. Mais... Et ça c'est parce que quand on les envoie, ils sont complètement repliés, et donc il faut les déplier. Et quand on les déplie, on a en fait gardé un moteur, parce qu'on ne le déplie pas d'un seul coup, donc c'est un moteur qui le soulève. Et donc on a réussi à avoir ce moteur. Puisque le moteur est là, on va en profiter pour faire quelque chose de plus. Et donc on en profite pour inventer le wheel walking avec des limitations, etc. Et c'est une bataille avec les ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils disent non, on va verrouiller tout ça, il ne faut pas que le moteur fonctionne. Non, il faut qu'on s'en serve au contraire et qu'on garde cette possibilité. Donc voilà, il a été absorbé par l'autre. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher une biosignature. ExoMars va chercher des biosignatures. Alors moi, ma biosignature, c'est la clé de 12. Alors pourquoi la clé de 12? Il n'y a pas de carbone. Pas de carbone. Enfin, il peut y avoir de l'acier au carbone, mais bon. Il n'y a pas d'ADN dedans. S'il est sale, il peut y en avoir autour. C'est pas vivant, ça respire pas, c'est pas métabolique. Par contre, quand je vois ça, je sais que ça a été fait par quelque chose de vivant. Ce ne peut pas être un assemblage au hasard de molécules faites par des raisons cosmiques, chimiques, diverses, sans une intervention quelconque d'un être vivant. Intelligent pour la clé de 12. Et donc, ce que je vais aller chercher, c'est des clés de 12 microbiennes. Alors voilà des clés de 12 microbiennes, ce qu'on appelle des stromatolites. Ces stromatolites, ce sont des couches, c'est un millefeuille, même un million feuille. C'est un million feuilles fait de carbonate de calcium avec des bactéries qui les sécrètent et qui font des couches petit à petit, les unes derrière les autres. Donc des stromatolites, ça c'est à Shark Bay, il y en a partout, hein. Enfin il y en a partout, il y a dans beaucoup d'endroits. Et ce qu'on va chercher, c'est des stromatolites fossiles. Le carbonate de calcium a été transformé, a été remplacé par de la silice, mais on a gardé des formes. Et donc on a ici, donc vous voyez, un petit feuilleté, c'est du terrain qui a 3,8 milliards d'années. Donc on a refait un petit dessin, on a fait un petit prélèvement, on l'a passé au microscope électronique, et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout un tas de petites billes. Les petites billes, qu'est-ce que ça peut être? C'est probablement des bactéries. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Des signes, alors il y a d'autres signes hein, plus compliqués que ça, on voit ce qu'on pourrait appeler un biofilm, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien un reste de stromatolites. Donc 3,8 milliards d'années, il y avait probablement déjà une forme de vie sur Terre. C'est comme ça qu'on travaille. Et c'est un peu ce qu'on va aller chercher sur Mars. Un peu. Parce qu'on va faire plus de chimie que de morphologie. Mais disons, voilà un peu le travail scientifique, et c'est intéressant, c'est passionnant hein, à faire.
Alors on fait autre chose, on les passe au synchrotron pour regarder des accumulations simultanées de phosphore et de soufre. C'est-à-dire que s'il y a de la vie qui a cette accumulation-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une accumulation de phosphore et de soufre naturelle, je dirais, dans ces endroits, dans ces biofilms-là. Donc voilà. Donc on fait ce genre de choses. Donc ExoMars, bah, c'est un super appareil avec des instruments, un système d'analyse. Ça, c'est l'équivalent d'un laboratoire de 800 mètres carrés avec 70 personnes. C'est ça qui coûte cher, hein. C'est de le faire en automatique et qui fonctionne sur Mars. Alors bon, voilà. Il y a un spectromètre de masse, une chromatographie gazeuse, un spectromètre Raman, un microméga. Les Français sont dans deux instruments importants là-dessus, sont à la tête de 2 instruments là-dedans, et on participe à 5 instruments sur 9. Donc on a une contribution très très importante à ExoMars, donc et à la charge utile. Et puis en 2020 aussi, il y aura le lancement donc d'un nouveau véhicule martien qui s'appelle, pour l'instant, 2020 Mars Rover. Donc voilà, dont le dessin est ici, avec aussi un instrument très important qui est SuperCam, donc qui est ChemCam mais super. Hein. La prochaine fois, ce sera HyperCam. Et donc, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un seul instrument, il y en a 5. Il y a un système laser, un spectromètre laser, ce qu'on appelle un LIPS. Il y a un spectromètre infrarouge, il y a un spectromètre Raman, il y a un micro et il y a une caméra couleur. Ça fait 5 instruments différents en fait. Tout ça dans 5 kilos qui sont là. Donc voilà. Alors je vais vous dire, tiens, on va dire la vérité des prix. Hein. Donc 5 kilos là, à fabriquer, on en est à... Allez, on va finir à 15 millions d'euros à peu près. Grosso modo. Hein. Dedans, c'est essentiellement de l'intelligence. Oui, il y a un peu de matériel, hein. Il y a peut-être 3 ou 4 millions de matériel, mais il y a 10 millions c'est des salaires de gens intelligents. C'est du travail. Ce qu'on paye, c'est du travail, hein, dans l'espace. Hein. Du travail spécialisé, parce que même le câbleur, même la personne qui nettoie, parce qu'il faut que ça soit hyper propre, machin, etc., elle est spécialisée. Donc elle coûte plus cher qu'une femme de ménage qui n'est pas spécialisée. Ce qui est normal. Hein, c'est pas, Donc voilà, il faut un peu avoir des prix. Donc voilà, donc on va aller voir Mars, bien entendu. Alors, on va aller voir plus loin, parce que plus loin, on a trouvé des choses intéressantes, et notamment, on est allé vers Jupiter et Saturne. Alors, Uranus, Neptune, on n'y est pas beaucoup allé encore. Hein. Il y a des missions, il y a des projets, mais pour l'instant, on n'y est pas allé. Donc, vous voyez, quand on dit des planètes naines, elles sont vraiment naines. Hein. D'accord, hein, Cérès, c'est vraiment... c'est nain, quoi. Bon, voilà. Les Américains n'étaient pas contents parce que c'est eux qui avaient trouvé Pluton. C'était les seuls qui avaient trouvé Pluton. Mais Pluto, vous savez pourquoi ils l'avaient appelé Pluto? Parce que c'était le chien de Mickey. C'est vrai, hein? Ils ne savaient pas comment l'appeler, ils l'ont appelé Pluto. Hein, le chien intelligent de Mickey. Super. Hein. Donc voilà. Alors ils n'étaient pas contents parce que c'était vraiment... c'est la seule planète qu'ils ont trouvée. Hein, Neptune a été découverte par Le Verrier. Uranus, je ne me rappelle plus par qui, mais par Le Verrier en 1810, avec de la modélisation. Modélisation à la plume doigt, hein, pas à la calculette. Donc voilà, et ben on va aller voir Jupiter et Saturne. Alors très rapidement, Jupiter, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est Europa. Europa, c'est une surface jeune ou une surface vieille? Alors, allez, les bleus jeunes et les rouges vieilles. Alors, on va voir si vous avez bien suivi. Les bleus jeunes, les rouges vieilles. Voilà, c'est une surface jeune. Elle a des rides comme les vieux, mais elle n'a pas de trous. Voilà, donc, voilà, il n'y a pas de trous, il y a très peu de trous. Donc c'est une surface jeune, elle a quand même probablement 30 millions d'années. Hein, mais bon, enfin, c'est jeune au niveau géologique. Hein, voilà. Donc Europa, c'est très intéressant parce que on a trouvé qu'il y avait probablement il y avait un océan d'eau là-dessous et probablement des poches d'eau sous la glace. Alors la glace, elle n'est pas très épaisse, elle ferait entre 10 et 100 km de profondeur. Moins l'épaisseur de glace la plus épaisse qu'on connaisse sur Terre, je crois que c'est 3 km au pôle sud. 7 km, ça me semble beaucoup, mais peut-être. Et un petit océan entre 100 et 500 km de profondeur. La partie la plus profonde des océans terrestres? Ouais, 12 km. On n'est pas dans les mêmes échelles hein, quand même. Hein. D'accord? Et donc, il y a des gens qui sont quand même prêts à aller chercher des sirènes
puisqu'il y a un océan qui est en contact avec le cœur de la planète, et que le cœur de la planète a probablement, on n'en a pas la preuve bien entendu, une activité volcanique. Donc il y a une libération d'énergie, de composés, et que ces composés et cette énergie peuvent servir à l'émergence d'une forme de vie. Nous sommes prêts à aller les chercher. Alors tout ça, ça a été découvert grâce à une sonde qui s'appelle Galileo, qui a été lancée en 1989 et qui a fait une mission donc en 97, et elle a duré jusqu'à 2003 ou quelque chose comme ça. Elle a fini par rentrer. Ils ont décidé de la faire rentrer dans l'atmosphère de Jupiter pour qu'elle n'aille pas polluer un jour Europa. Et donc voilà, c'est avec cette sonde-là, cette sonde spatiale, qu'on a pu enfin découvrir et connaître mieux Jupiter et Europa. Et on va retourner vers Europa. Là, il y a plusieurs projets qui sont en cours de définition. Deuxième destination, le Saturne, toujours avec bien sûr Titan, ce qu'on en connaissait avant que Huygens tombe dessus. Voilà ce qu'on pensait trouver sur Huygens, et voilà ce qu'on a trouvé en fait avec les images qu'on a eues. Donc c'était pas si faux que ça. Bon, les falaises étaient un peu trop grosses, les mers étaient un peu trop importantes, mais bon, ça c'est la photo qu'on a eue au sol, avec des blocs de glace, parce que s'il fait froid dehors, c'est de la rigolade, il va faire -2. Là-bas, il fait -200. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, ce qui était intéressant, c'est, vous voyez, ces pierres, elles sont usées. Elles sont arrondies. Donc on ne sait pas d'où elles viennent. Mais si elles avaient été rompues, cassées, elles devraient avoir des angles vifs. Parce que la glace, quand ça se casse, ça fait des angles vifs. Donc ça veut dire qu'il y a une activité atmosphérique sur Titan. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui fait qu'il y a du vent, de la pluie. Alors, ce n'est pas du vent comme le nôtre, là, c'est que de l'azote et du méthane. La température est très froide, et la pluie, c'est du méthane et de l'éthane, donc ce n'est pas tout à fait de l'eau. Mais ça veut dire qu'il y a une activité géologique. Et puis, on a vu ce panorama, ce qui est un panorama, avec ici des traces de fleuves, que vous voyez ici, comme ça, et puis des traces de mer qui sont actuellement asséchées, puisqu'on a atterri quelque part par là, et c'était pas liquide. Donc voilà, donc on s'est aperçu que Titan était quand même quelque chose de très intéressant. Et Cassini, donc mission américaine qui a largué la sonde européenne Huygens, qui a fait ces photos-là, Cassini a continué sa mission autour de Saturne, et il a vu Encelade. Encelade, je ne vais pas montrer d'autres photos parce qu'il y en a, c'est 50, mais c'est celle-là, la première photo d'Encelade, où on a vu ces geysers, ces volutes qui partaient dans l'espace. Un tout petit corps qui devrait être mort, rien, qui est actif et qui libère des quantités importantes d'eau, de sels minéraux et de produits carbonés élémentaires. La sonde est passée à travers et a fait des analyses dans l'espace. Alors donc après, mais il doit y avoir une poche d'eau, on a fait des calculs, mais il y a peut-être un océan, mais il y a sûrement un océan, si un océan, il doit être en contact avec la roche qu'il y a dessous, si ça sort, c'est que ça chauffe, donc il y a une activité volcanique, donc s'il y a une activité volcanique, il y a la libération d'énergie et de produits, donc il peut y avoir de la vie. Donc il y a de la vie sur Encelade, donc on va aller voir Encelade et on va aller chercher, alors peut-être pas les sirènes cette fois-ci, mais des bactéries ou des choses comme ça. Donc Encelade est devenue une cible essentielle de l'exobiologie, notamment de l'exobiologie américaine. Alors voilà, disons, ce que l'on cherche dans le système solaire. Mars, on va vraiment chercher soit les stades premiers, je dirais, préliminaires de la vie, parce que ça peut être resté, puisqu'on a des surfaces très anciennes qui ont plus de 4 milliards d'années, et là, on va pouvoir retrouver ce qui a disparu sur Terre, puisque sur Terre, il n'y a pas de surface ancienne. Et donc, on pense qu'à un moment donné, les deux choses ont pu se produire simultanément ou en parallèle. Ça, c'est une chose. Et on va chercher sur le plan de la morphologie, on va rapporter des échantillons, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le prochain véhicule américain Mars 2020, il doit récupérer des échantillons, les mettre dans un petit endroit, le cache, et on doit les récupérer en 2028, on doit lancer en 2026, les récupérer en 2028 et les ramener en 2031. Si tout se passe bien. La première fois que j'ai travaillé, c'était en 1997, sur le retour d'échantillons martiens. Ils devraient rentrer en 2005. Bon, ils ne sont pas là.
Mais voilà, donc bon, pour l'instant, c'est un projet sur lequel l'Europe veut jouer un rôle important. La France a la prétention de jouer un rôle important. Je suis un des petits éléments de ces discussions, de ces négociations. C'est très intéressant, c'est passionnant comme système. C'est pas gagné, hein, bon. Puis c'est beaucoup d'argent, c'est une mission qui va coûter globalement entre 8 et 10 milliards. Et ça va coûter pour l'Europe à peu près 2 milliards, sur lesquels la France voudra bien mettre un gros tiers, quoi, pour simplifier. C'est de l'argent, c'est notre argent, hein, c'est à nous. Hein. Mais c'est de l'activité, c'est de la connaissance, voilà. Donc voilà, donc sur Mars, on va chercher ces traces-là. Sur Titan, Encelade, Europa, on se pose des questions sur cette possibilité éventuellement d'une vie extraterrestre, hein, ce qui est tout à fait légitime. Ça semble quand même un peu hasardeux. Sûrement pas quand même des naïades et des sirènes, hein, ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais bon, des formes bactériennes, ça pourrait exister, il n'y a pas de raison. C'est une bonne question. Si on en trouve à côté, c'est qu'il y en a partout dans l'univers. Si on ne trouve pas, ça va être un peu plus dur. Enfin, au moins, on peut aller chercher avec des bonnes raisons de chercher. Il y a de l'eau liquide, donc des températures clémentes, une pression suffisante, ça va. Et donc, on va chercher aussi dans ces endroits, donc Titan, Europa et Encelade, je dirais une sorte de chimie des origines. Quelle est la chimie qui a pu se produire naturellement au fond des océans ou dans des atmosphères, comme par exemple sur Titan, avec les produits qu'il y a à l'intérieur, sous l'influence des ultraviolets, d'une part, du Soleil, qui sont très puissants, et d'autre part, des radiations, notamment de Jupiter, qui est une pile atomique permanente qui arrose largement la surface d'Europa. Donc voilà, donc ça c'est le système solaire, ça c'est tout près. 10 ans de voyage. Là, on travaille sur JUICE, qui sera lancé en 2022, qui arrivera autour de Jupiter en 2029, qui finira autour de Callisto en 2032. Voilà, on travaille sur des grosses missions de l'Agence spatiale européenne. On a un programme ambitieux en Europe auquel la France contribue. Hein. La France ne peut pas toute seule faire des missions de ce type-là, bien entendu. C'est obligatoirement à travers des coopérations ou une construction européenne. Alors, plus loin, plus loin, c'est la Voie lactée. Hein. Je ne parle pas de l'univers, hein, parce que bon, avec les exoplanètes, quand on m'a donné les exoplanètes, j'ai dit « Ah, je suis passé du système solaire à la galaxie, la Voie lactée ». J'ai augmenté un petit peu ma cour de récréation. Donc la galaxie, en résumé, hein, ça fait 100 000 années-lumière de long sur à peu près 1000 années-lumière d'épaisseur. Le Soleil, c'est un petit truc qui est ici. Donc on est vachement important, mais bon, pas tant que ça. Et c'est dans la Voie lactée qu'on va chercher ce que l'on appelle les exoplanètes. Donc des planètes qui tournent autour d'un autre Soleil. Bien entendu, tout le monde disait oui, des systèmes solaires, il y en a sûrement ailleurs, etc. Mais comme je le dis en science, si on les a pas vus, ça n'existe pas. Et donc, il a fallu attendre 1995 et Michel Mayor, avec Didier Queloz, à Nice, sont deux astronomes belges de l'Observatoire de Genève, ont découvert la première exoplanète. Et ils l'ont découverte avec le principe des vitesses radiales. Alors, les vitesses radiales, c'est vachement astucieux. Vous connaissez l'effet Doppler? Ouais. Donc, la moto fait toujours le même bruit. Quand le moteur se rapproche, je l'entends plus fort, mais je l'entends plus aigu. La force augmente, le son est strictement proportionnel à sa vitesse. Quand il s'éloigne, le bruit diminue, bien entendu, avec le carré de la distance. Mais le son devient plus grave, si la vitesse est constante, bien entendu, et c'est strictement proportionnel à la vitesse. Ça, c'est l'effet Doppler. Quand je dis qu'une planète tourne autour du Soleil, en fait, c'est pas vrai. Le Soleil et la planète tournent autour de ce qu'en mathématiques on appellerait le barycentre de leur masse respective. Pour simplifier, quand je fais la ronde avec une petite fille de 3 ans, on tourne ensemble, mais généralement, le point auquel ça tourne, c'est plus près de mes pieds côté sien. D'accord? Donc, et c'est ce qui se passe avec nos soleils. Parce que les planètes, on ne les voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est le Soleil.
Et donc, si le Soleil il tourne autour d'un point virtuel au fur et à mesure que la planète tourne autour, donc autour de ce barycentre, de cet axe théorique, ben, il va se rapprocher et puis il va s'éloigner. Donc, si je regarde la lumière qu'il émet, quand il va se rapprocher, elle va être plus bleue, et quand il va s'éloigner, elle va être un peu plus rouge. Alors ça, c'est pas facile à voir à l'œil nu, bien entendu, et donc on a fait des super systèmes avec un spectro qu'on appelle le spectromètre HARPS, et vous voyez ici donc les raies qui bougent, des raies typiques, hein, je ne peux pas vous dire, ça peut être du calcium, je ne sais pas quoi, et donc elles bougent en fonction de l'éloignement ou du rapprochement de la planète. À partir de ça, Michel Mayor, il a écrit, il a réussi à faire ce graphe, et c'est le graphe qui a démontré. Alors, c'était un peu de travail, hein, c'était pas aussi simple que ça. Mais c'est comme ça qu'il a démontré. Et ce qu'il a mesuré, c'est les points. Hein. La première exoplanète. Donc, à partir de ce moment-là, on a dit, effectivement, il y a des exoplanètes qui tournent autour de notre Soleil. Donc, ça, c'est les méthodes du départ, je dirais. Hein. Hein, vous avez bien compris, hein, l'effet Doppler. Alors, ça se fait à partir du sol, essentiellement, hein, avec un spectromètre qu'on appelle HARPS, ici, HARPS du Sud, qui est à l'Asila et qui est branché autour sur ce télescope. Ça, c'est le miroir secondaire qui est là. Je ne peux pas vous dire comment ça marche exactement. C'est une photo, mais bon, HARPS est dedans. Et il est ce qu'on appelle au plan focal. Et c'est avec lui qu'on a découvert actuellement pratiquement 2000 planètes. Voilà. Et il y a d'autres planètes qui sont découvertes avec des super télescopes. Donc le Very Large Telescope. Donc lui, c'est à Atacama, au Chili. Hein. Et donc là, on a trouvé des planètes. Cette fois-ci, on les a vues. Alors, on n'a pas vu l'anneau, hein, par contre. Hein. Par contre, on a fait 4 ou 5 photos à quelques années d'écart, puisque, grosso modo, ça fait la moitié l'orbite, c'est l'orbite de Saturne. Donc, l'orbite de Saturne, c'est à peu près 30 ans. Hein. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'on a pris avec des astuces très astucieuses, en cachant le Soleil, etc. On avait une planète ici, et puis après, on l'a vue là. Voilà. Et donc il y a une planète extrasolaire, ce n'est pas une étoile qui est derrière. Donc voilà, ça c'est des planètes qu'on a vues directement. C'est Anne-Marie Lagrange qui a vu ça, c'est une astronome française. Alors la deuxième méthode bien classique pour faire les choses, c'est ce qu'on appelle le transit. Alors le transit, c'est l'ombre chinoise, tout simplement. Voilà, ça marche. Donc, la planète, si je suis dans la bonne axe de visée, elle va passer devant le Soleil. Et si je mesure la lumière émise par le Soleil, et ben cette lumière, elle va descendre. Tant que la planète est devant, ça ne bouge pas. Et puis quand la planète va sortir, miracle de la technologie moderne, ça va remonter. Donc c'est très théorique, hein, c'est très beau comme ça, etc. Bon, simplement, là c'est une grosse planète qui passe devant un petit Soleil. Généralement, la baisse, elle est entre 5 en dessous du millième de la lumière initiale. Hein, souvent le 10 millième. Donc il faut des systèmes extrêmement précis. Il ne peut pas avoir d'incertitude, etc. Et donc voilà, donc c'est le principe de base. Hein, et à partir de là, on peut déterminer la fréquence, bien entendu, et puis on peut aussi déterminer le diamètre éventuellement de la planète. Donc voilà, ici par exemple, un graphe qui montre la première planète qui a été découverte par COROT, donc un satellite du CNES qui a été lancé pour ça, il y a maintenant une dizaine d'années, qui a travaillé pendant 4 ans. Et donc voilà, donc la première planète, voilà ce qu'on appelle un transit, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on voit quand on a déjà bien nettoyé les données. Hein, c'est pas immédiat, hein, c'est pas directement sur l'écran d'ordinateur. Et donc voilà, et donc vous voyez, hein, quand je vous dis 4/10 millième, hein, le creux, c'est pas... Il faut avoir un système hyper sensible et hyper précis. Donc le spatial, c'est ça, hein, c'est du travail de ce type-là. Voilà, et donc les Américains ont lancé un nouveau système qui s'appelle TESS, Terrestrial Exoplanet Survey Satellite. Donc ici, il vient d'être lancé au mois d'octobre de l'année dernière. Il va rentrer en fonction là, dans les jours qui viennent et il va chercher donc des exoplanètes par la méthode des transits. Aujourd'hui, on n'est pas encore à 4000, hein, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc 3976 planètes, c'est aujourd'hui, hein, j'ai regardé sur le site du jour d'aujourd'hui. Voilà, et donc 653 systèmes avec plusieurs planètes, planètes multiples. Donc voilà, et bien entendu, on investit beaucoup pour maintenant
analyser ces planètes, parce que pour l'instant, on ne fait que les détecter. On les caractérise, on a trouvé des planètes qui étaient très près de leur Soleil, on a trouvé des choses absolument surprenantes, des Jupiters énormes qui sont plus près de leur Soleil que Mercure. C'est absolument... alors, il faut refaire toutes les théories, comment ça se fait que ça reste là, ça va s'évaporer, mais c'est pas évaporé, donc il y a la migration des planètes. Donc, du coup, ça a remis à la mode ce qu'a fait Morbidelli, l'image de la simulation que j'ai montrée au début, en disant, ben, on pourrait peut-être faire des simulations, mais on n'a pas assez de corps sur les autres systèmes planétaires pour expliquer comment ça se fait, etc. Donc, c'est une activité intense d'observation, de modélisation, et de calcul en permanence pour essayer et puis de réflexion pour essayer de mettre tout ça d'aplomb et avoir une théorie. Donc ça, c'est le James Webb Space Telescope, un télescope américain, avec une grosse participation du Canada sur le hardware, une participation de l'Europe et de la France au niveau de l'instrumentation, qui sera infrarouge, et il doit être lancé, normalement, il devait être lancé en 2019, là, il a été dit en 2021, et actuellement, il a passé la barre des 10 milliards de coûts pour les Américains. Donc ça veut dire qu'il est à peu près à 15 milliards au total pour l'instant. Il montera à 20. Mais il devrait donner encore plus de résultats que Hubble. Hubble, tout le monde s'en est moqué, il coûtait 2 milliards à l'époque. Hubble, il fonctionne encore, hein. Il donne des résultats remarquables. D'accord, ça a révolutionné notre vision des choses. Donc voilà. Donc très 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 bon miroir qui va se déployer. Vous voyez tous les gens qui y a autour, hein, tout en ultra propre, etc. On ne supporte pas la poussière. Donc quand je vous dis que les femmes de ménage sont spécialisées, là, il n'y a pas de poussière, mais il faut chasser le moindre grain. Ce n'est pas pour balai. Hein. On va chercher le moindre grain. Plus la pollution chimique. Parce que le problème, comme c'est infrarouge, il ne faut pas qu'il y ait la moindre vapeur de quoi que ce soit qui se mette sur le miroir. Sinon, ça absorbe les infrarouges. Donc c'est très, très complexe. Donc Khéops qui va être lancé donc, ce mois-ci. Donc prochaine mission européenne, cette fois-ci, sur les exoplanètes. Et l'Europe a pas mal de missions sur les exoplanètes, puisque moi, je travaille notamment sur... Alors Khéops, j'ai trouvé le logo de Khéops très joli. Il s'appelle le Fairing Sticker. Donc c'est un concours qui a fait ça pour l'ESA. Donc le but de Khéops, c'est de mesurer précisément le diamètre des planètes pendant qu'elles passent en transit devant leur Soleil. Donc c'est un spectrophotomètre de très haute précision. Et donc j'ai trouvé ça joli. Donc voilà, il sera placé ici sur le lanceur. On le voit avant le lancement, et puis dès qu'il est passé à 1 kilomètre, on ne le voit plus. Hein. C'est vraiment instantané. Un lancement de fusée, ça dure 20 minutes maximum. Une fusée, un lanceur, c'est du consommable qui coûte, bon, pour un Soyouz, 70-80 millions d'euros, qui dure 20 minutes. Ariane 5, c'est 150 millions d'euros, 20 minutes. C'est pour ça que SpaceX a dit, attendez, fait cher vos histoires, on va peut-être les réutiliser quand même. Ouais, mais ça coûte plus cher de les réutiliser que de les faire à nous, faire neuf à chaque fois. On verra. Et donc lui, pour l'instant, ça marche. Mais sinon, pour l'instant, on a du jetable cher, quoi. Voilà, donc le fairing, voilà, mais j'ai trouvé qu'il était très joli. C'est un Slovène qui a fait ce design, qui est, je trouve, très, très bien représentatif. Donc normalement, vous en entendrez parler, puisque c'est moi qui m'en occupe, et puis au mois de septembre-octobre, on va parler de ça. Donc voilà, donc autre mission dans les clous, c'est Plateau, qui sera lancé en 2027, donc qui serait pour détecter des exoplanètes, là aussi, avec, pour grande précision, 24 télescopes, enfin bon, un truc un peu compliqué. Et puis Ariel, donc, qui sera lui lancé en 2029-2030, là aussi pour caractériser les exoplanètes, là c'est pour analyser l'atmosphère des Jupiters chauds, donc des grosses planètes qui sont tout près de leur étoile. Donc l'Europe a vraiment pris un tournant vers les exoplanètes, avec 3 missions là, dans les 10 ans qui viennent, importantes, qui sont tournées sur la détection et la caractérisation des exoplanètes. Donc voilà, je vais arrêter là. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Voilà, simplement, c'est une belle photo qui a été prise donc, par un amateur pour savoir s'il y avait quelqu'un. Non, c'est parce qu'il y a un très beau alignement avec la Lune, Vénus, Mars, juste au-dessus de ces 3 antennes, qui essayent de voir si au-delà, il y a quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Bidot.
J'imagine que là, forcément, vous avez des tonnes de questions à poser à Michel. Profitez-en, on a une demi-heure devant nous pour des échanges. Donc il vous suffit de lever la main. Je ne sais pas si on vous apporte un micro ou si c'est les... Si, voilà. Ouais, moi, j'ai une question. Ah, allez-y, monsieur. Vous m'entendez là? Oui. J'ai une question qui est en rapport avec le prix Nobel de physique, un Français, monsieur Gérard Mourou, qui est un spécialiste des lasers à haute intensité. Et ce monsieur qui a eu le prix Nobel donc pour ça est capable de nous envoyer des rayons laser de grande intensité là où il veut. Et ne pourrait-on pas se servir de cette technique pour aller, en quelque sorte, avec ces lasers, tester ce qu'il y a en dehors de notre galaxie? Est-ce que ça serait possible, ça? Puisque avec le ChemCam, c'est des analyses chimiques qu'on peut faire sur des planètes. Est-ce qu'on pourrait imaginer de tester avec des lasers d'autres planètes? Merci pour cette question. Alors, la physique est terrible. ChemCam fait des analyses chimiques avec ce qu'on appelle un Laser Induced Breakdown Spectrometry, c'est-à-dire qu'il casse des molécules, il casse des composés. Ces composés se décomposent en éléments. Ces éléments sont excités par la lumière laser, et quand ils se désexcitent, ils réémettent la lumière. Et c'est cette lumière réémise qui est analysée et qui est caractéristique pour les savants des orbitales, et donc à partir de là, des composés que ça contient. Donc le LIPS, il donne une composition élémentaire au sens table de Mendeleïev, table des éléments que je vous ai montré. Ça, c'est une première chose. Et il le fait à 10 mètres. 12 mètres, et là on essaye d'aller à 15 mètres, et encore c'est pas sûr parce que ça demande une grande précision. Donc ce que l'on analyse, c'est pas le laser qu'on émet, c'est la lumière qui est réémise et qui n'est pas du tout dirigée. Donc deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que on se sert des lasers en astronomie pour mesurer par exemple la distance Terre-Lune. De la Terre à la Lune, 1 mm² d'émission laser sur Terre, ça fait une tâche de 3 km sur la Lune. Donc, il n'y a pas de système de refocalisation en cours de route. La dispersion naturelle, enfin, on peut paralléliser la lumière, mais à un moment donné, son système de production est tel qu'on ne peut pas avoir des systèmes qui soient parfaitement parallèles. Enfin, avec une perfection telle qu'à 300 000 km, ça soit, vous voyez, ça fait déjà une certaine divergence. Je ne parle pas d'au-delà. Vous savez qu'il y avait une théorie qui était soutenue par Stephen Hawking, qui était quand même une personne qui était une personne tout à fait remarquable, qui était d'envoyer une sonde vers Proxima du Centaure en la poussant avec un laser de puissance, justement. Donc c'était une nanosonde qui devait faire 1 gramme, avec une voile énorme, et elle devait être propulsée vers Proxima du Centaure à une vitesse pas très loin de la vitesse de la lumière. Elle devait traverser le système de Proxima du Centaure en 25 minutes. Au bar, avec un whisky, on peut en parler. On s'amuse, et souvent, il y a de bonnes idées qui partent de là. Quand on rentre au bureau et qu'on commence à dire, oui, attends, le laser, il faut que je pousse combien de temps pour avoir ça? Il faut pousser au-delà de... Ah ouais, il faut pousser déjà à peut-être 200, 300 unités astronomiques, 200 ou 300 fois la distance Terre-Soleil. 150 millions de kilomètres multiplié de 100, ça fait déjà 115 milliards de kilomètres ou 20 milliards de kilomètres. Il fera quel diamètre, mon laser? J'aurais plus de souffle. Donc, bon, quand on va au bureau, on commence à faire des calculs, on dit, bon, ça vaut le coup de continuer, on va voir s'il y a des astuces. Alors, je vais mettre un laser relais autour de Jupiter et je me débrouille pour que quand ça passe, il puisse repousser, et puis je vais mettre quelques relais comme ça. Mais c'est un petit pas par rapport à 4 années-lumière. Et si j'arrivais à faire un laser, c'est-à-dire que mon laser, si j'arrivais à le focaliser, à le machin, etc., il mettrait 4 ans pour arriver sur place. La lumière qu'il va émettre, qui sera émise par ce que je vais analyser, ne pourra jamais être focalisée. Donc j'aurai un photon par kilomètre carré et par an.
Avant de les analyser, il me faudrait une antenne. Je veux dire, c'est pas envisageable actuellement. Voilà. Donc l'idée est séduisante. Malheureusement, les lois de la physique sont telles que. Alors, je ne parle pas de notre galaxie. Hein, vers 100 000 années-lumière, j'envoie quelque chose, et puis dans 200 000 ans, il y a quelqu'un qui met le télescope au bon endroit pour recevoir la lumière réémise. Les projets à 200 000 ans, j'ai du mal à les faire. Déjà, 2031, j'ai du mal. Là, je suis en train de travailler sur le retour d'échantillons. Plus 100 000 ans, c'est dur. N'hésitez pas à vous manifester pour une autre question. Moi, j'en ai peut-être une en attendant la prochaine, parce que je sais, Michel, que vous travaillez aussi sur la question de la protection planétaire. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure en parlant de la sonde Galileo qui a eu sa fin de vie dans l'atmosphère de Jupiter. Pareil pour Cassini pour la planète Saturne. Là, vous parliez des échantillons qui doivent revenir normalement vers 2031. Comment, justement, on prépare ces questions-là de vraiment l'étanchéité de ce qui revient, de la propreté de ce qui part, pour ne pas interagir sur des environnements autres? Alors, la protection planétaire est une histoire qui date du traité de l'espace de 1967, puisque en 1967, il y a un traité. Il y a d'autres traités sur les assurances, après sur le pognon, hein, pour simplifier, mais il y a un traité politique qui a été signé. C'est le traité de 1967 qui engage les pays signataires, à peu près tous les pays de la Terre, en tout cas tous ceux qui utilisent l'espace, à ne pas mettre d'armes offensives dans l'espace. 1967, pleine guerre froide, le but était de ne pas mettre de bombes atomiques partout, en se disant qu'elle allait peut-être retomber au bon endroit un jour. Mais enfin, elle avait quand même de fortes chances de retomber au mauvais endroit. Donc le but, c'était de dénucléariser l'espace, et deuxièmement, de ne pas polluer les endroits où on allait pour empêcher un autre pays d'y aller. Disant, les Américains veulent aller sur la Lune, j'ai 200 tonnes de plutonium, je les envoie comme déchets sur la Lune, ils ne pourront pas atterrir. Donc ça, c'était pour éviter ce genre de choses. Donc à partir de là, on a fait des règles, on a fait des choses plus intelligentes que ça, hein, un peu plus quand même. Et donc on a construit donc un système de protection planétaire pour éviter de contaminer avec des micro-organismes terrestres les endroits dans lesquels ils pourraient se reproduire et se multiplier. Donc les océans d'Europa, etc. S'il y a de l'eau liquide, on pense que quelque chose peut se multiplier à l'intérieur. Et donc on prend un grand nombre de précautions, on s'assure de la quasi-stérilité. Alors on ne peut pas assurer une stérilité totale, mais enfin, toutes les précautions sont prises pour que, au moins pendant 50 ans ou 100 ans, on soit sûr qu'il n'y ait pas une vie terrestre qui se développe sur place et qui nous empêcherait de trouver une forme de vie autochtone. Ça, c'est pour aller. Alors après, il y a des gens qui ont dit, on va ramener des échantillons martiens. Ouais, c'est bien, on a ramené des échantillons de comètes, de machin, c'est bien. Ah ouais, mais Mars, vous allez chercher de la vie? Mais bon, elle est peut-être dormante, on n'est pas sûr qu'elle soit vivante vraiment. Bon, oui, mais enfin bon, vous pouvez, combien de mains vous mettez à couper là pour dire qu'elle n'est pas vivante? Ah, on n'en met aucune. Donc il faut prendre des précautions. Donc effectivement, alors c'est un débat actuellement dans lequel moi je suis à fond dedans, hein, mais bon, il n'y a pas de secret, mais bon, c'est une construction européenne, internationale, pour que ces échantillons soient confinés dans ce qu'on appelle un laboratoire P4, là où on traite les maladies graves, sans vaccin, transmises par l'eau, sans traitement, 100% mortelles. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-unes. Donc rien ne peut sortir, tout est filtré, tout est désinfecté. Tout ce qui sort est stérilisé à la chaleur, sauf les gens. Mais les gens travaillent dans des scaphandres qui ne sortent jamais, etc. etc. Ils ne sont jamais en contact avec les produits avec lesquels ils sont. Ils travaillent dans des scaphandres comme un scaphandre autonome, quoi, là, ils ont un ombilic derrière pour respirer, avec des gants, etc. Si vous rentrez une feuille de papier, elle sera brûlée avant de sortir, et on la ressortira pas comme ça. Donc, voilà, c'est un principe comme ça. Et en même temps, il faut protéger les échantillons, parce qu'on veut avoir des échantillons, il faut quand même s'en occuper. Donc, si on veut s'en occuper, il faut que ça soit ultra propre. Donc, on va mettre à la fois un laboratoire P4 et en même temps, comme exemple, on dit une usine de fabrication de composants électroniques, qui est l'ultra propreté. Et donc, on travaille là-dessus et on se prépare. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, hein, on se prépare. Il y a des discussions. Bon.
Mais ça prend tournure. Le problème, c'est que les Américains voudraient tout garder pour eux. Et bon, voilà. Je discute pour qu'on ait un centre européen. Et un centre européen en France, ça serait quand même pas bête, quoi. Mais bon, c'est pas gagné. Hein. C'est une bataille politique, financière. Mais après, il faut mettre de l'argent sur la table aussi. Hein. C'est dire, c'est une histoire à 100 millions d'euros. C'est pas comme ça. C'est du vrai argent à un moment donné. Mais bon, voilà. Oui, monsieur. Alors, c'est un peu dans le prolongement. Vous récupérez une forme de vie sur Mars ou sur Europe ou autre chose. Et comment vous vous assurez que sur le voyage retour qui est très très long, la forme de vie reste en vie? Alors, on n'a pas de moyen de s'assurer qu'elle reste en vie. Mais le voyage n'est pas très long, parce que cette forme de vie, elle est quand même sur Mars depuis plusieurs millions d'années. Et quand on va la rapporter de Mars, on va la rapporter dans un tube scellé avec de l'atmosphère martienne à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si elle sera en vie, mais en tout cas, elle ne va pas s'évanouir. On en aura forcément des traces. Je dis pas qu'elle peut. On espère que, pour l'instant, on n'a pas détecté de traces d'activité métabolique sur Mars. C'est ce qu'on cherche en cherchant du méthane, par exemple. Avec Mars 2020, on n'aura pas les moyens de chercher ça. On va observer, on va regarder s'il y a du carbone, on va regarder ce genre de choses. Et on s'attend plutôt à une forme de vie dormante, parce que la température où on va les échantillons qu'on va prélever, ils seront des températures qui seront probablement autour de moins 20, moins 30 degrés. Et actuellement, on pense qu'à moins 20, moins 30 degrés, on ne peut pas avoir de réaction moléculaire suffisamment rapide pour avoir une multiplication cellulaire, bactérienne, pour simplifier. La bactérie qui se reproduit, qui arrive à se reproduire à une température négative, je crois que c'est à moins 12 actuellement. Et c'est des bactéries qui mettent 6 ans à se reproduire ou 10 ans à se reproduire. C'est vraiment... Les bactéries, normalement, hein, c'est dans les 24 heures, enfin, celles qu'on connaît, qu'on arrive à cultiver. Il y a des bactéries qui mettent un siècle à faire 2 au fond de la Terre. Hein. Donc la vie qu'on voit, la vie qu'on a l'habitude de voir, c'est une forme de vie tout à fait particulière. Quand on creuse, alors c'est le cas de dire, il y a un papier qui vient de sortir où ils ont vu qu'il y avait de la vie jusqu'à pratiquement 10 km sous terre. Hein. De la vie, pas un mange-pierre, pas des oiseaux, pas des taupes. Hein, on parle de micro-organismes, bien entendu. Ces micro-organismes ont des métabolismes tout à fait particuliers. Et ça intéresse les exobiologistes parce que ce sont forcément des exemples de ce que l'on peut éventuellement trouver dans des endroits un peu particuliers. Et ce qui nous semblait impossible, les océans d'Europe, les sous-sols martiens, eh bien, en fait, ce n'est pas impossible. Il y a effectivement des bactéries qui mettent un siècle à en faire 2. Donc avant d'avoir 1 milliard de bactéries à partir de 2 bactéries, il faut quelques siècles. Hein. Mais elles sont là. Alors maintenant, on les détecte non pas par culture, mais par les systèmes génétiques, en cherchant les brins d'ADN. On cherche le code génétique. On fait plus. Avant la bactériologie, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait de la science chez vous, mais à l'époque, c'était la boîte de pétri, lance de platine, hop, on mettait ça à des tubes, le lendemain, il y avait des petites colonies. Quand on avait travaillé comme un cochon, il y avait des champignons en plus. Et voilà, là, on avait des bactéries. Donc ça, c'est la bactériologie pasteurienne qui a joué son rôle, hein, qui n'est pas et qui joue toujours son rôle. Mais il y a toute une bactériologie nouvelle qui nous apparaît maintenant, une microbiologie plus exactement nouvelle, parce qu'il y a aussi des archées, qui nous apparaît grâce à la génétique, grâce à tout ce qu'on a fait en génétique. Et ça date d'il y a, alors pour moi c'est très récent, il y a 25 ans, 30 ans. Mais ça a révolutionné. On est dans un autre monde avec la PCR, la polymérase chain reaction, les analyses de séquençage. Je veux dire, on est dans un autre monde. D'ailleurs, on ne sait plus définir une espèce, on ne sait plus définir un grand nombre de choses. Pour ça, je dis à un moment donné, mon côté vétérinaire dit, bon, restons quand même un peu raisonnables. D'accord, oui, des espèces n'existent pas, mais un chien n'épouse une vache, encore une fois. Donc voilà, il y a une espèce canine et une espèce bovine. Il faut quand même garder un peu de bon sens, on ne peut pas non plus... on ne peut pas tout remettre en cause, mais il faut garder quelques repères, sinon on ne peut pas voir les choses qu'à travers la génétique. Mais la génétique joue un rôle, enfin, l'utilisation de la génétique joue un rôle majeur actuellement. Pas pour l'instant en exobiologie, parce que, alors c'est un débat hein, qu'on a actuellement, hein. Les gens disent bon, on n'a qu'à faire chercher de l'ADN, avec les outils qu'on utilise pour l'ADN terrestre.
c'est quand même très très spécifique l'ADN terrestre, hein. Il n'y a pas de raison, alors on peut le faire, mais il n'y a pas de raison que un système de transmission d'informations soit de l'ADN terrestre-like sur Mars ou au fond de l'Europe. Alors j'ai une question d'internaute, parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit, cette conférence, elle est en streaming là, sur le web. Donc il y a un internaute qui pose cette question. Les Chinois ont envoyé des graines pour germer sur la Lune. Je crois qu'ils ont fait germer du coton, je crois. N'est-ce pas salir la Lune? Pose l'internaute. Non. Pour Faut se répondre rassurer. de façon abrupte, non. Après, il faut quand même développer un peu. Donc les Chinois ont envoyé un système parce qu'ils voulaient faire une sorte de premier écosystème lunaire. C'est-à-dire avoir, d'une part, un producteur de gaz carbonique qui serait des drosophiles, donc des petits insectes. Deuxièmement, un producteur d'oxygène qui serait des plantes. Ils avaient sélectionné 3 plantes, le coton, du riz et de la rabette, Arabidopsis thaliana, qui est je dirais, la plante souffre-douleur des chercheurs, parce que c'est la première plante dont on a séquencé tout le génome et qui est très facile à cultiver. Enfin, bon, voilà. Comme la drosophile en génétique animale et comme Escherichia coli en bactériologie. Voilà. Bon, ça fait partie des grands classiques. Et donc, ils ont voulu faire ce système-là. Et donc, ils l'ont mis dans un conteneur complètement fermé et étanche, bien entendu. Et ils ont assuré le déclenchement avec de la lumière, et puis ils ont relargué de l'eau, etc. Et donc, effectivement, ils ont vu par la caméra une pousse de coton. Par contre, les œufs ne se sont pas développés, apparemment, et le riz et la rabette n'ont pas germé, à ma connaissance. Donc, voilà, donc c'est une première expérience. Alors après, les Chinois, qui sont très pragmatiques, ils disent on a fait pousser du coton sur la Lune. Donc, on est passé au stade 0 feuille, au stade 2 feuilles, ce qu'on fait avec des haricots sur sa fenêtre, avec un coton, et tout le monde a fait ça avec ses enfants, hein, je pense, bien entendu. Et c'est à peu près ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, voilà, donc ça prouve que sur la Lune, on pourra cultiver du coton et habiller les astronautes. Bon, il y a encore un peu de chemin à faire, hein. Ici, je pense qu'en Normandie, vous savez ce que c'est que le lin. Bon, ça ne se fait pas, même pas comme ça, hein. Ils n'ont pas salué la Lune quand même. Allez-y, monsieur. Vous parliez de méthane métabolique tout à l'heure. Je voulais savoir comment différencier le méthane métabolique du méthane non métabolique, ou le CO2 par exemple. Alors, actuellement, on ne sait pas faire la différence. Si on trouve du méthane, on va se poser la question. Alors, le méthane, il est produit de deux façons. Alors, boum. Le méthane, dans l'atmosphère martienne, a une durée de vie, de demi-vie, de 60 ans. C'est-à-dire que si on trouve du méthane, ça veut dire qu'il est produit actuellement en termes géologiques, ça veut dire dans les 1000 ans qui viennent de se produire. On connaît sur une planète 2 origines du méthane. Une origine qui est biologique, bactérienne. Alors quand on parle des vaches, par exemple, qui font du méthane, c'est parce qu'il y a des bactéries dans le rumen. Ce n'est pas la vache qui elle-même fait du méthane, hein. Je signale que la vache, elle fait son marché quand elle va brouter, elle mange quand elle fait la rumine, et donc c'est les bactéries qui font le travail. Et donc, elle produit du méthane. Donc ça, on connaît une origine biologique. La deuxième origine, c'est une origine volcanique. Pour simplifier, c'est la serpentinisation, c'est le CO2 et l'oxygène qui, en passant sur une roche qui s'appelle la serpentine, à une température de 800 ou 1100 degrés, je ne me rappelle plus exactement, fait à la fois du CH4 et de H2O, à nouveau. Donc, c'est les 2 sources possibles. Dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait une trace. Donc, si on trouve du méthane, alors on a trouvé du méthane sur Mars, on l'a réfuté, on l'a retrouvé, on l'a re-réfuté, c'est toujours une question. Donc, s'il y a du méthane sur Mars, on va chercher des zones chaudes. Mais pour l'instant, sur Mars, on a fait des mesures de température, machin, il n'y a pas de zone chaude, il n'y a pas de zone volcanique active qui permettrait de relarguer du méthane. Et donc, ça sera une énigme. La deuxième chose, c'est qu'il y a une troisième façon de relarguer du méthane. C'est du méthane qui existe déjà, sans préjuger de la façon dont il s'est fait, dont il a été fabriqué.
c'est du méthane qui est emprisonné dans une sorte de glace qu'on appelle les clatrates. Alors, les clatrates, grosso modo, c'est une forme de glace un peu molle, hein, formée avec des molécules d'eau. Les molécules d'eau forment une sorte de cage, et à l'intérieur de ces cages, il y a du CO2 ou du méthane ou de l'azote ou des choses comme ça. Des molécules qui sont trappées là-dedans. Il y en a plein au fond des océans. Et s'il y a un réchauffement des océans, il peut y avoir une bouffée de CO2 ou une bouffée de méthane qui sort du fond des océans. Ce qui n'est pas très bon pour nous, entre autres. Bon. Petite parenthèse. Et donc, ça pourrait être d'origine de clatrate. On n'a pas les moyens. Sur Terre, on sait faire la différence parce que la vie enrichit les molécules en isotopes stables lourds. Donc on fait des balances isotopiques. Balance de carbone, balance d'oxygène, etc. Carbone 13, carbone 12, etc. Mais sur Terre, on a une référence qui est l'eau de mer. Je ne sais pas si c'est bonne ou mauvaise, mais on a une référence. Sur Mars, on n'a pas de référence. C'est-à-dire que si on trouve, puis il faut en trouver suffisamment pour faire cette balance isotopique, pour dire bah, ça c'est un... Alors c'est de l'ordre de... Il y a un enrichissement qui est de l'ordre de 3 millièmes, quelque chose par rapport à la composition normale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1000, quand je prends du CO2, au lieu d'avoir 1000 grammes de CO2, si c'est de la vie, j'ai 1003 grammes de CO2. Bon, alors voilà, et on dit, sur Terre, c'est assez évident que c'est comme ça. Donc on fait ça avec l'azote, le carbone et l'oxygène. Sur Mars, on ne connaît pas le point initial. On n'a pas de référence. Donc on ne sait pas voir un enrichissement ou pas. Et puis pour qu'il y ait un enrichissement, sur Terre, il y a un enrichissement parce que la vie est massive. On le veut ou non. À la surface, elle est massive. Sur Mars, même s'il y a une forme de vie, elle ne devrait pas être si massive que ça. Deuxièmement, s'il y a du méthane, ce n'est pas parce qu'on trouve du méthane qu'il ne peut pas être des deux origines à la fois, même peut-être des trois. Et une des hypothèses des clatrates, c'est qu'ils ont trouvé du méthane localement avec Curiosity, quand il est passé, hop, et ils ont détecté du méthane. Et on n'en a pas détecté ailleurs, ils l'ont détecté 2 fois, mais ils ont fait l'analyse 3 mois après être passé là où ils étaient passés. Donc ils n'ont pas pu faire demi-tour pour aller voir ce qui s'était passé. Ils sont passés, ils ont détecté le méthane et les données sont arrivées 3 mois plus tard. Donc on a détecté du méthane à 2 endroits différents. Ça fait un papier par Caroline Fraissinet, une jeune Française de l'Atmos. Vous avez Nathalie Carrasco qui travaille avec elle bientôt. Donc voilà. Et donc l'hypothèse, c'est que ça pourrait être des clatrates qui ont été déstabilisés simplement par le passage du véhicule, la masse, la chaleur, le frottement, quelques dixièmes de degrés suffisent à provoquer ce relargage. Donc pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais si on en trouve et que c'est attesté, ça va être vraiment intéressant. Mais pour l'instant, c'est toujours hypothétique. Monsieur, vous avez une question? Bonsoir, monsieur. Stephen Hawking envisage des évolutions sur plusieurs décennies vers Mars, une colonisation de Mars, alors que les menaces de réchauffement, de surpopulation et de dépollinisation sont à quelques dizaines d'années. Comment voyez-vous l'avenir de notre planète ? J'ai déjà un peu répondu à ça. Pour moi, c'est criminel de dire ça. Il y a tout. Sur Terre, on a tout. On a de l'eau, de la place, de l'oxygène, une bonne température, on est à la bonne distance du Soleil, on est habitable. Et on va envoyer qui sur Mars où il n'y a rien? Il n'y a pas d'eau. On va en mettre combien? 50 000 personnes? C'est 50 000 qui? C'est des bagnards, c'est des privilégiés, c'est les gens qu'on a envoyés en Nouvelle-Calédonie en 1871 là, pour coloniser. Qu'est-ce qu'on fait? Les menaces sont sur Terre, monsieur. C'est ce que je dis, occupons-nous de la Terre. Mars ne peut pas être... Mars, pour moi, laisser penser que Mars peut être le début du semblant d'une solution, c'est criminel. Je n'ai pas eu le temps de le dire à monsieur Stephen Hawking, mais je lui aurais dit tout à fait facilement, avec autant d'autorité. Je suis désolé, on n'a pas le droit. Je me suis accroché avec des petits camarades là-dessus. Bon, non? Comment? Non, mais c'est pas parce que je regarde le ciel, enfin je fais regarder le ciel, parce que moi je suis feignant au CNES, j'ai oublié de vous dire, moi au CNES je fais rien, hein. Je fais travailler les autres. Donc c'est facile, voilà. Donc je fais rien.
Mais je regarde le ciel au CNES, mais tout ce que je fais en exobiologie, et croyez-moi, dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, les assemblées publiques, etc., j'ai le même discours. Et le problème, c'est que quand j'ai discuté avec un Michel Mayor, le découvreur des exoplanètes, j'ai discuté avec une Belge, avec le président de l'Académie des sciences belges, Jacques Reiss. Et je leur ai dit, mais il faut le dire. Ils disent, mais nous, on ne peut pas le dire, on va avoir un procès. On va nous traîner en justice. Si je dis, monsieur, vous dites ça, vous êtes un criminel. Vous n'avez pas le droit de le dire. C'est quand même grave, non? C'est quand même grave. Et des gens dire, Michel Mayor, c'est pas le dernier des imbéciles. Hein. Il n'a pas peur, hein, c'est loin de là. Moi, je suis plutôt le dernier des imbéciles, mais non. Non, mais... Et ils disent, je ne peux pas le dire. En Suisse, il ne peut pas le dire. En Belgique, ils ne peuvent pas le dire. Donc, n'hésitez pas à le dire vous-même. Vous disiez au tout début de votre introduction, Michel Viseau, que rechercher une forme de vie extraterrestre, c'est aussi un objectif de comprendre l'émergence de la vie sur Terre. Et vous disiez sur Encelade, Europa, Titan, c'est aussi la chimie des origines que l'on recherche. Est-ce que ce que l'on a appris, ce que vous avez appris aujourd'hui par l'observation, les analyses, ont déjà permis d'enrichir la connaissance du fonctionnement et des débuts de la vie sur Terre? Ou la discipline est encore trop jeune? Alors, tous les scientifiques, on a énormément appris. Et c'est pas fini. Et si on fait encore énormément plus, on en apprendra encore énormément plus. C'est difficile à dire. En fait, moi, je compare cet aspect de la recherche de l'émergence de la vie sur Terre à une sorte de puzzle 3D à 10 ou 15 000 pièces. Pour l'instant, j'en ai 4, ou 5, ou 10. Je ne sais pas où les mettre. J'ai des éléments. J'ai des éléments qui viennent de la chimie. J'ai des éléments qui viennent de la chimie, de la physique. J'ai des éléments qui viennent du fait de l'astronomie, de l'exploration par exemple, de Rosetta, des météorites qui nous tombent sur la tête. Quand on trouve les acides aminés qui existent sur Terre, on les trouve partout, mais bien d'autres en plus. Les bases azotées qui sont le code génétique, adénine, thymine, guanine, cytosine, uracile, je ne pense pas qu'on les trouvait dans les météorites, mais on les trouve dans les météorites. Ça pose des questions. C'est des choses qu'on trouve partout. C'est pour ça qu'on peut raisonnablement croire que les ingrédients que l'on connaît dans la vie terrestre, pour un grand nombre d'entre eux, et que l'on considère comme essentiels, acides aminés et ce qui fait le code génétique, on les trouve, avec d'autres, hein, naturellement, dans des objets célestes ou dans des objets qui nous viennent de l'espace. De même, quand on fait de la radioastronomie, on découvre une population de molécules carbonées, de polyines, etc. Donc du cyanure, pour simplifier, parce que c'est très réactif, et ça permet de faire des cycles, et après de faire du tryptophane, et effectivement de faire toutes les bases azotées qui vont derrière. En résumé, hein, c'est pas si trivial que ça, mais bon, les gens travaillent là-dessus. Et donc, le fait de trouver ça, ça justifie le fait de dire que les ingrédients que l'on connaît de la vie sur Terre existent ailleurs. Par contre, ces ingrédients-là, ils peuvent se produire, et ça c'est une question sur l'origine des composés essentiels qui sont utilisés par la vie sur Terre, ces éléments-là, on s'aperçoit qu'ils se font partout. On les trouve au fond des océans, on les voit dans des atmosphères complexes avec des ultraviolets. Et donc, est-ce que ce qui nous vient de l'espace a joué un rôle? Ça, par contre, on n'a pas la réponse, et là, c'est pareil. Pour le savoir, ça va être très, très, très difficile. Mais en tout cas, il se trouve qu'il y a dans l'atmosphère de Titan, sous l'effet des ultraviolets, avec les longueurs d'onde qui sont capables de couper l'azote et le CH4, on a des polyines, des CAN, des HCN, etc. On a des composés complexes qui se produisent et qui sont produits en abondance. Alors c'est trop froid pour que ça devienne de la vie après, parce que quand ça retombe au sol, ça reste à 90 Kelvin, donc à moins 180. Donc bon, d'accord, les réactions chimiques ne sont pas très fréquentes à cette vitesse-là. Mais on sait que ça existe. Donc voilà ce qu'on apprend.
Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'un jour on dit qu'on aura fini? Pas de mon vivant. Alors peut-être une dernière question, parce qu'il est déjà un peu plus de 21h30. Oui. Alors, c'est toujours dans le prolongement de votre question initiale. Je suis surpris que dans les missions que vous avez projetées, les missions futures, il n'y ait pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu comme quasi-succès, c'est-à-dire se poser sur une comète et voir si justement il y a des éléments qui sont propices à la vie. Merci. Alors, en Europe, actuellement, il n'y a pas... Alors, en Europe, les missions qui sont sélectionnées après un appel d'offres. Donc moi, j'ai participé à l'organisation en France de la réponse aux appels d'offres pour l'Agence spatiale européenne. Hein. Et donc, il y avait 38 missions qui étaient proposées. Pour à la fin en sélectionner une. Il y avait un retour d'échantillons de comètes, il y avait, etc., etc. Il y avait beaucoup de choses auxquelles on peut penser. Et après, pour la sélectionner, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut que techniquement, ça soit prêt. Enfin, crédible. On s'aperçoit que les gens, ils proposent des choses qu'ils ne savent pas faire. Et qu'on ne va pas être capable de les développer dans les 10 ans qui viennent, et que pour le faire, ça va prendre peut-être 25 ou 30 ans. Donc, ce n'est pas mature. La deuxième chose, c'est que quand on fait des missions M, moyennes, comme par exemple les missions Plateau et Ariel, on ne doit pas dépasser une enveloppe de 650 millions d'euros. Si vous faites une proposition qui monte à 800 millions, 900 millions dès le départ, on sait que ça va les dépasser, mais si on est déjà à 900 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'on sera à 2 milliards dans 10 ans. Donc la réponse, c'est que ça ne passe pas. Donc il y a des missions qui ont été proposées, mais elles n'ont pas été retenues. Il y a eu des missions, moi j'ai participé à ce qu'on appelait la mission Marco Polo, qui était un retour d'échantillons d'astéroïdes, ce que fait Hayabusa actuellement. Et ça n'a pas passé les fourches codines du programme de sélection. Donc, vous voyez, sur les 37, hein, et sur les 37, il y en avait 22 avec des leaders français. C'est énorme. Mais bon, après, on sélectionne celles qui... Voilà. Après, on fait le travail des agences qui sélectionnent ce qui est faisable. Actuellement, par exemple, non, en Europe, tout est... Si, il y a la mission M5, où il y a 3 missions, il y avait 38 missions qui étaient là. Actuellement, il y en a 3 qui sont en développement en parallèle, Spica, Théséus et Envision. Donc Spica, c'est une observation de l'univers. Théséus, c'est une mesure de fond cosmologique, pour simplifier. Et Envision, c'est une observation de Vénus. Donc ces 3-là, pour déterminer si elles sont faisables, il y a des contrats, on va dépenser à peu près... entre 5 et 10 millions d'euros pour chacune de ces missions, pour savoir à la fin, avec des rapports, laquelle on va choisir. On n'en fera qu'une. Donc vous voyez, c'est pas... Alors, il y a un projet César, donc un projet américain, dans une mission Discovery, dans lequel il y a des Français qui contribuent, pour rapporter des échantillons de comètes. Mais actuellement, notre gros truc, c'est le retour d'échantillons martiens. On a eu une réunion à Berlin au mois d'avril de l'année dernière. On doit prendre une décision à la fin de cette année, à la mi-sérieux cette année. Est-ce que l'Europe est prête à mettre 400 millions d'euros sur la table, là, en 2019, entre 2019 et 2022, pour commencer? Si on ne peut pas, on est foutu. C'est simple. Voilà. Donc après, il y a des réalités économiques qui jouent leur rôle, plus l'industrie, plus la politique, plus beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est la vie normale des choses. Hein. Je veux dire, ça n'a rien d'original. Hein. En 2 mots pour finir, Michel Viseau, ça va être une gageure de répondre en 2 mots. J'aime bien m'imaginer le monde en 2050. Vu que vous avez l'habitude de travailler sur des missions qui se préparent, se pensent sur 10, 20 ans ou plus, en 2050, qu'est-ce que vous aimeriez qui soit fait? On a analysé des échantillons martiens, on a eu des échantillons d'autres planètes. À 2050, mais c'est tout près 2050. Bah oui, c'est tout près. C'est tout près. Bon, c'est pas si loin. Il y aura des touristes en orbite. On aura des échantillons martiens sur Terre. On sera déçus. Je le crains. Et on sera allé chercher des échantillons d'Encelade, parce qu'on peut les récupérer assez facilement. Donc ça, c'est des projets sur lesquels il y a des gens déjà qui travaillent, font des propositions, mais comme au bar, hein, je veux dire, c'est un crowbar sur la nappe en papier. Mais ça marche. Pour un satellite qui a fait... Alors je suis désolé, je vais dépasser, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais raconter une belle histoire qui n'est pas de l'exobiologie.
pour le satellite Planck. Donc Planck, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a étudié le fond cosmologique, c'est-à-dire qui a vraiment cherché les premières secondes, millisecondes après le Big Bang, pour simplifier. J'étais aux 50 ans de l'Institut d'astrophysique spatiale il y a 5 ans, et je vois des gens fassent un truc, ils disent tiens, il y a l'ingénieur machin, il avait son cahier de laboratoire, et il montre des images, et sur ces images, il y avait le dessin à la main de ce que serait le satellite Planck, avec ses dimensions, avec les degrés qu'il devait avoir pour faire au plan focal, pour faire les trucs, etc. Et donc c'est à la main, à main levée, comme ça. Et 20 ans après, 25 ans après, c'était le satellite qui a révolutionné la connaissance qu'on avait des premiers instants de l'univers. Et donc, c'est ça qui existe. Derrière tout ça, il y a de l'humain. Derrière toutes ces choses-là, très techniques, après, il y a du calcul, des machins, mais derrière, il y a souvent, si ce n'est toujours, quelqu'un qui part d'une idée complètement con, il faut dire le mot comme il doit être dit, à table, avec ses copains, avec du lait, de l'eau ou du whisky, j'en sais rien, et qui fait un crowbar stupide. Et c'est de là que partent les bonnes idées. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à brasser des idées. Après, bien entendu, il faut les raboter. Mais moi, j'ai vu ce dessin, ils m'ont donné l'autorisation de m'en servir. Je ne le montre pas à tout le monde, mais je peux pas, ça dépend des thèmes. Mais quand je vais voir des étudiants, je leur montre pour leur dire, montrer que, voilà, il y a un point de départ. Et que ce point de départ, c'est dans le cerveau d'un être humain, qui est à la fois curieux et connaissant. C'est ça la base. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Viso. Merci vraiment, ça donne envie de continuer à être curieux et d'aller chercher, pousser les informations. Il y a plein de ressources, d'ailleurs des conférences de vous qu'on peut retrouver sur Internet. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve pour le prochain Forum du Savoir le jeudi 28 février à 20h, même heure, même endroit. L'homme et le loup, une guerre de 2000 ans avec Jean-Marc Morisseau. Et toutes les informations sont sur scienceaction.asso.fr. Très bonne fin de soirée, à très vite.